Salut, bienvenue à Lévisien Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, on retourne dans notre format original. Donc, après 2 hors-séries sur les élections américaines cet automne avec Jimmy Jolicoeur, cette semaine, moi, je reçois Éric Tremblay, un retraité du monde des finances, là. Cet homme-là a pris sa retraite à 50 ans. C'était un objectif de vie depuis qu'il était tout jeune. C'est pour lui, il vient nous montrer à quel point il y a de l'humanité dans le monde des finances. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient de ça, puis il, il nous l'apprend là, à travers son discours, puis ça fait beaucoup de sens. Là. Moi, j'ai trouvé en tout cas que ça avait beaucoup de sens. C'est ça. Chose particulière pour Éric aussi. Lui, en 2020, il a eu un diagnostic de cancer de la gorge. Il va très bien aujourd'hui. Il a été suivi à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, un peu pour remercier l'Hôtel-Dieu de lui avoir sauvé la vie, il s'est donné comme défi de ramasser 100 000 $ en un an depuis cet automne dans une campagne de financement majeur pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, il vient aussi nous parler de ce parcours-là puis de ce défi-là qu'il s'est donné. Donc, si vous souhaitez contribuer, ben, vous avez juste à aller sur le site de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dans l'onglet Nos projets, les projets en cours, puis vous allez voir, il y a une petite vidéo de présentation là, sur son histoire. Puis ensuite, vous pouvez faire un don si vous le désirez. Là, il dit qu'il va récolter son 100 000 $ bien rapidement, puis il est en cours de le faire. C'est un homme déterminé, vous allez voir. Là. On a vraiment une belle rencontre. Donc, je vais vous laisser le lien là, vers cette petite vidéo en description. Donc, si vous voulez aller voir ça, ça y ferait plaisir. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute. Puis, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast-là qui est en fin de retour. Donc, merci et bonne écoute. Aussi, un gros merci au groupe Garneau de nous prêter cette salle où on enregistre. Merci beaucoup de votre générosité. Bonjour tout le monde, bienvenue à Lévisien, Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Aujourd'hui, je reçois un jeune retraité de la finance, si on peut dire ainsi, Éric Tremblay. Salut Éric, ça va bien? Salut Alexandre, ça va bien toi? Oui, ça va. Écoute Éric, on se lance dans le vif du sujet, là, mais d'abord, je t'invite ici pour parler aussi d'un autre aspect qu'on parlera plus tard dans l'entrevue, mais cette fameuse levée de fonds que tu fais pour la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Là. Commençons avec la personne que tu es. Est-ce que tu es un gars de Lévis, toi, à la base? Né à Bécomo, mais arrivé à Lévis, j'avais 1 an et demi. Fait qu'on va dire que je suis un gars de Lévis. Fait que tu as grandi aussi à Lévis? J'ai pas grandi longtemps parce que je mesure 5 pieds 5, mais j'ai grandi à Lévis, effectivement. Fait que dans le fond, tu as passé la majorité de ton enfance à Lévis, si on peut dire? Enfance, adolescence. Je suis parti pour un transfert pour un emploi en 91 pour Chicoutimi, mais je suis revenu en 96 à Lévis, puis je suis resté ici depuis ce temps-là. OK. Fait que tu as une espèce de lien assez enraciné avec Lévis. Là. Je suis un gars de Lévis. De quel secteur? Lauson, plus précisément. Lauson, précisément. Ouais, du cégep. Puis, écoute, ton rapport à Lévis, tes bons souvenirs d'enfance reliés à Lévis? Mes bons souvenirs d'enfance, les nombreux jobs que j'ai eus, en commençant comme moniteur au terrain de jeu de Bienville à l'époque. OK. Après ça, tous les autres jobs que j'ai eus, les expériences de vie. Non, écoute, c'est Lévis qui m'a fait naître, là, carrément. Le jeune Éric Tremblay, c'était qui? C'était quoi? Le jeune Éric Tremblay, c'était une bébête un peu spéciale parce que moi, j'ai toujours été du genre à, 1, pas m'occuper de ce que les autres pensent, puis 2, je me suis toujours dit, je suis obligé de faire comme tout le monde. Puis la réponse, ça a été non. Fait que j'ai pas mal tout le temps géré ma vie, moi dire ça comme ça, de manière à pas nécessairement être comme tout le monde. OK. Puis j'imagine que ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. C'est encore pareil aujourd'hui. Écoute,
on parle du secteur des finances, là, mais bon, tu es retraité aujourd'hui, mais quel poste tu as occupé dans ce large secteur qu'est la finance? Parle-moi un peu de ton parcours professionnel. J'ai vraiment commencé au pied de l'échelle. À un moment donné, je me cherchais, je savais pas trop dans quoi je m'en irais. Puis je travaillais de nuit. Je faisais du ménage à Lévis. Okay. Je passais à balayeuse dans Feu, chez Feu Sears à Lévis, au Gary-Jognon. Puis à un moment donné, en même temps que je travaillais, j'allais à l'école le soir. Je faisais du karaté de jour. Puis un gars avec qui je travaillais, que je faisais du karaté le jour, et lui, il travaillait pour la Banque nationale. Fait qu'à un moment donné, il m'a dit, ça te tenterait-tu de travailler à la Banque nationale? Bon, je lui ai dit, oui. Moi, je me cherchais. Ça fait que j'ai vraiment commencé au pied de l'échelle. Puis je travaillais dans ce qu'on appelle gestion de l'encaisse à Québec. Okay. C'était à l'époque, les gens payaient en argent. Aujourd'hui, les gens payent avec des cartes de crédit, des cartes de guichet, mais à l'époque, le monde, il payait avec de l'argent. Donc, moi, je travaillais dans la voûte de la banque à Québec, fait qu'il nous passait entre 8 et 10 millions d'argent liquide par jour dans les mains. Fait que ma job, c'était d'ouvrir des enveloppes. Fait que j'avais un exacto, puis j'ouvrais des enveloppes parce que les gros commerces, comme exemple, bon, je ne veux pas nommer personne pour garder la confidentialité, mais ces commerces-là faisaient le dépôt par l'entremise de Sécure, la Brinks, les camions blindés. Puis ces camions-là venaient reculer les poches d'argent dans des enveloppes à la voûte de la banque. Et après ça, nous, on traitait les dépôts. Fait que moi, j'ouvrais les enveloppes avec un exacto, puis après ça, mes enveloppes étaient dans des paniers, puis c'est des filles qui traitaient les dépôts, puis etc. Puis quand j'ai remplacé un enseignant pour le cours d'éducation financière, j'ai tout le temps dit à mes élèves, comme je le dis aussi à des adultes, quand tu fais un job, essaye de te faire remarquer pour les bonnes raisons. Fait que moi, j'avais proposé certaines modifications dans les procédures de travail. Puis mon boss, il avait accepté ça, puis il avait dit effectivement, je pense que ce serait pas bête. Puis à cette époque-là, j'avais démarré ma petite compagnie de production de spectacles à Lévis. Ça s'appelait les productions Éric Tremblay enregistrées. Puis le seul et unique spectacle que j'ai produit à Lévis, c'était un concert de Noël d'Alain Morisot, Sweet People. Ah ouais! Fait à l'époque, quand j'étais à gestion de l'encaisse, j'étais à temps partiel. Pour avoir plus d'heures, ben, j'avais commencé aussi à être caissier à la banque. Okay. Puis il y a quelqu'un aux ressources humaines qui a allumé que ce gars-là ne pouvait pas être en plus dans la voûte puis travailler des succursales parce que j'aurais pu faire une fraude ou quelque chose du genre. Donc, là, on m'a demandé de choisir entre la gestion de l'encaisse puis les succursales. Puis j'ai choisi les succursales. Puis quand j'ai produit mon spectacle, à un moment donné, je suis retourné à mon ancien bureau avec un poster, puis j'ai sonné, puis l'agent de sécurité m'a ouvert, puis mon ancien patron, il m'a dit « Tu viens-tu me voir pour ce que je pense? » Bien, j'ai dit « Je viens poser mon poster dans la salle des employés pour que mes anciennes collègues de travail achètent des tickets pour venir à mon show. » Bien, il dit « Je pensais que tu venais me voir pour le poste de directeur gestion de l'encaisse à Chicoutimi. » Et j'ai dit « Je savais même pas que le poste était ouvert. » Fait que là, mon ancien patron me dit « À te voir aller comme je t'ai vu aller ici, d'après moi, il dit, si tu appliques sur le poste, il y a des chances que tu l'aies. » Effectivement, j'ai appliqué sur le poste, puis je l'ai eu. Fait que c'est pour ça qu'en 91, j'ai été transféré à Chicoutimi pour la banque. Mais as-tu une formation, toi? J'ai étudié en administration au cégep. OK. Non, à Trois-Rivières. Okay. À Trois-Rivières. À l'époque, il y avait un programme avec le chômage qui était que tu t'inscrivais dans un programme. D'ailleurs, ce programme-là était aussi offert au cégep Lévis-Lauzon. Okay. Mais je pense qu'à l'époque, il prenait 20 étudiants. Puis malheureusement, le programme était plein. Fait que je me suis ramassé à Trois-Rivières. Mais c'était un cours au cégep qui avait juste les cours qui avaient rapport à l'administration. Fait que là, je me suis pris un appartement à Cap-de-la-Madeleine, puis j'allais à l'école à Trois-Rivières. Puis il y avait un de mes profs à ce moment-là. Des fois, on a des enseignants qui nous marquent. Hein? Bien, ce prof-là, dans sa façon d'enseigner, il appelait ça minimax. Okay. Minimum d'effort pour le maximum de résultats. Puis ça m'a rentré dans la tête. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis c'est pas compliqué. Après ça, j'ai basé ma vie sur le minimum d'effort et le maximum de résultats. Fait que ça a l'air nono, mais la façon dont ce prof-là nous a amené cette façon de penser-là, ben ça
ça m'a formé, puis j'ai continué. Puis après ça, j'ai étudié à l'université en communication publique. Puis je ne sais même pas pourquoi j'étais là. J'ai fait un certificat en communication publique à l'Université Laval. Puis bon, ça m'a peut-être permis de rencontrer certaines personnes, mais honnêtement, dans ma carrière, ça ne m'a pas donné grand-chose. Puis après ça, j'ai fait évidemment des cours en administration à l'université. Fait que Mais avant qu'on poursuive ce parcours professionnel-là, là, ça vient d'où cette fibre-là, cet intérêt-là de la finance? Parce que là, tu me dis, tu ouvrais des enveloppes avec de l'argent, mais on dirait que la passion peut pas naître de ça. Elle n'est pas née de ça. En fait, vraiment, la base de tout, comme j'ai dit tantôt, moi, je voulais pas faire comme les autres. C'est-à-dire, si j'avais été mécanicien, bien, je me serais organisé pour être le meilleur mécanicien de ma gang. Si j'avais été dans n'importe quoi d'autre, j'aurais essayé d'être le meilleur. Fait qu'à 14 ans, quand j'ai commencé à travailler comme moniteur au terrain de jeu, je finissais l'école au mois de juin. Une semaine ou deux après, je commençais comme moniteur. Je me souviens, le premier été que j'ai été moniteur, on était 3 moniteurs, on avait 130 jeunes de 5 à 6 ans. Fait que t'es 3 personnes entre 14 et 16 ans pour s'occuper de 130 jeunes, je peux te dire de quoi que ça fait rentrer le métier dans le corps. À cette époque-là, je gagnais 45$ par semaine pour être au terrain de jeu. J'étais moniteur de jour, puis je m'occupais en plus de l'autobus. Fait que j'embarquais dans l'autobus pour aller chercher les jeunes le matin, puis j'embarquais dans l'autobus pour aller reporter les jeunes le soir. On revenait au terrain de jeu, on avait notre réunion. Puis le soir, on retournait au terrain de jeu pour monter les chars allégoriques parce qu'à cette époque-là, le terrain de jeu de Bienville, il y avait une parade dans les rues de Lévis, puis on bâtissait, on prenait des journaux, puis on faisait des boules de journal, de pages de journal pour remplir un genre de bonhomme, là, un bonhomme immense là, qu'on remplissait avec des boules de papier pour y donner une forme. Fait qu'on pouvait sortir de l'école le soir où était le terrain de jeu de Bienville à 10h, 10h30 le soir. Puis, fait qu'on travaillait en tabarouette. Fait que je te dirais que je pourrais travailler facile 50-60 heures par semaine, puis je gagnais 45$ par semaine. J'en mettais de côté 40, puis je m'en gardais 5 pour mes petites dépenses. Fait qu'à 14 ans, c'est là que je sais pas, la vision d'avoir en tête que si j'ai des sous en avant de moi, ben je vais pouvoir faire ce que je veux. Fait qu'à 14 ans, 45$ par semaine, j'en mettais 5 de côté. J'en mettais 40 de côté, je m'en gardais 5. À 15 ans, là, j'étais monté à 55$ par semaine. J'en gardais 10. Là, je me suis gardé 5$ de plus, puis j'en plaçais 45. Puis à 16 ans, là, j'étais rendu à 65, mais je ne me suis pas donné d'augmentation de salaire. Je continuais à me garder 10$, puis là, j'en plaçais 55. Puis à 18 ans, quand tantôt je te disais que j'ai fait du ménage chez Sears à Lévis, bien 2-3 mois après être rentré là, mon patron, M. Gagnon, il m'a demandé, j'ai 18 ans, là, il m'a dit « Éric, il dit, tu vas-tu te prendre des REER cette année? » Des REER à 18 ans, je ne savais même pas c'était quoi. Fait qu'il m'a expliqué c'était quoi un REER. Il dit « Tu mets de l'argent en banque, puis la banque va te donner un reçu fiscal, tu mets ça sur ton rapport d'impôt, ça va te faire sauver de l'impôt. Tes rendements sur tes intérêts ne sont pas imposables, puis tu ramasses des sous en prévision de ta retraite. » Ben, j'avais 18 ans, je trouvais que ça avait de l'allure en tabarouette comme principe. Fait que j'ai commencé à prendre des REER à 18 ans, puis j'ai arrêté à 50 quand j'ai pris ma retraite. Fait que, tu sais, ma retraite n'est pas basée seulement sur mes REER, là. J'ai fait d'autres choses entre-temps. Mais bon, c'est de là qui est venu vraiment... Le vrai clash, là, c'est fait vraiment comme à 18 ans, quand mon ancien boss m'a expliqué c'était quoi un REER. J'ai d'ailleurs retrouvé M. Gagnon. Je l'ai invité à déjeuner. Il m'a dit pourquoi. Il se souvenait de moi. Ben, j'ai dit, parce que vous avez changé ma vie à 18 ans. Il dit, qu'est-ce que tu me dis là? Ben, j'ai dit, regardez, on va aller déjeuner ensemble, puis on va vous expliquer tout ça. Fait que M. Gagnon, il est rendu aujourd'hui à 90 ans, puis il se souvenait de moi bien comme il faut. Puis on était déjeuner ensemble, puis je l'ai vraiment remercié parce que, tu sais, dans la vie, tu vas rencontrer des gens, puis il y a certaines personnes, ça ne changera rien dans ta vie, mais il y en a d'autres qui vont vraiment t'aider à comme te former. Puis, bien, M. Gagnon, il a fait partie de cette gang-là. Là, mon prof avec le Minimax, puis M. Gagnon qui m'expliquait c'était quoi un REER, bien, ces gens-là, ils ont formé le bonhomme que je suis devenu, là. Oui, puis c'est sûrement des gens qui n'avaient pas cet objectif-là de... je veux dire, c'est ça, M. Gagnon, à 18 ans, il t'explique c'est quoi un REER, c'est parce que lui-même a dû avoir quelqu'un dans sa vie qui expliquait c'était quoi, puis il a dit, garde, on en fait profiter un autre jeune, tu sais. Mais je veux dire, j'avais des collègues de travail. Les collègues de travail, ils ont assurément entendu cette conversation-là. Ça a changé quelque chose dans leur vie? Ils l'ont-tu fait? Je ne sais pas, mais peu importe. Mais cet argent-là que tu mettais de côté quand tu étais au terrain de jeu, c'est-tu quelqu'un qui t'a inspiré ou c'est toi qui s'est dit... C'est venu de toi? C'est venu de moi. Encore une fois, si je voulais m'acheter quelque chose, ben dans ma tête, je voulais le payer.
Fait que mon grand-père me disait, l'homme le plus riche se penche pour ramasser une scène à terre. Fait que moi, je te le dis que même aujourd'hui, je me promène, puis s'il y a 5 cents à terre, ben je donne pas un coup de pied dessus, je le ramasse. Fait que c'est la base peut-être de ce qui s'est passé dans ma vie, là. On revient à Chicoutimi. Ouais. T'entends mettre ton chapitre avec Chicoutimi. Ouais. Quand même, de caissier à... Directeur de gestion de l'enquête, ouais. Comment... écoute, j'ai 23 ans, j'arrive là, puis je me retrouve avec un employé cadre sur ma charge, puis 6 employés auxiliaires, puis j'ai 23 ans, je suis dans la voûte à Chicoutimi. Sur à Québec, dans la voûte, ils nous passaient peut-être entre 8 à 10 millions par jour dans les mains. À Chicoutimi, ils nous en passaient peut-être 3-4 millions par jour. Mais tu sais... entre autres, je suis arrivé là, puis j'ai passé les filles qui travaillaient avec moi en entrevue pour leur dire, bon, ben évidemment, moi, j'aime bien l'humour, hein. Fait que je lui mettais ça un peu cool, là. Fait que je lui disais, bon, t'es dans un bar, il y a un beau bonhomme qui arrive, puis qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qu'est-ce que tu y réponds. Fait que là, les filles, il y en a plusieurs qui me disaient, ben je travaille à la gestion de l'encaisse. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, on traite des dépôts. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça, des dépôts? Ben là, ils me disent carrément ce que je voulais pas entendre. Fait que, tu sais, j'avais 23 ans, mais je pense que j'étais allumé un peu. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai dit à mes filles, j'ai dit, ce que tu m'as répondu comme réponse, c'était en plein ce que je voulais pas entendre, parce que tu es en train de dire que tu as de l'argent dans les mains à tous les jours. Fait que s'il y a un complot qui se fait, puis qu'il y a un des gars qui prend tes enfants en otage, puis qui te dit, quand tu vas arriver au bureau demain, ouvre-nous les portes, puis on va aller vous voler. Là, les filles ont réagi en disant, ben voyons donc, j'ai jamais pensé à ça. Ben oui, mais j'avais pensé à ça. Une autre anecdote, j'arrive là-bas, à Chicoutimi, puis le patron de la compagnie qui faisait le transport blindé m'invite à dîner, puis là, on va aller au golf, c'est ça. Bon. Moi, je rentre dans mes locaux ensuite de ça, puis je m'aperçois que dans les portes blindées, parce qu'on avait des portes en acier avec un aimant, il n'y avait pas de barre panique. Ça veut dire que si on manquait de courant, tu pouvais rentrer chez nous comme tu rentres dans un dépanneur. Fait que moi, j'ai appelé la sécurité de la banque, puis j'ai dit, là, il y a de quoi qui ne marche pas, il n'y a pas de barre panique dans les portes. Fait que, tu sais, j'ai 23 ans, là, j'arrive là, puis je m'aperçois de ça, genre, la première semaine que je suis arrivé là. Fait que là, il m'envoie un gars de la sécurité à Montréal, mais il ne m'avise pas qu'il envoie un gars. Fait qu'on est au mois de juillet, puis il y avait des caméras, évidemment, à l'extérieur, avec des micros, des intercoms. Fait qu'il y a un gars qui se présente, le gros soleil plombe dessus, puis il dit, ouais, il dit, Monsieur Tartampion de la sécurité à Montréal. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il dit, je m'en viens voir à tes portes. Oui, mais je dis, il n'y a personne qui m'a avisé que vous veniez ici. Ah, mais je dis, ouvre-moi la porte. Non. Je dis, je t'ouvre pas la porte. Je dis, moi, je veux savoir, t'es qui avant de t'ouvrir les portes. Tu peux pas être un voleur, n'importe quoi. Fait que là, j'appelle Montréal, puis il m'explique la physionomie du gars, puis tout ça, puis je le fais rentrer. On avait une vitre par balle à peu près ça d'épaisse. Fait que je le fais rentrer, il me passe sa carte d'identité dans la petite fente, puis je le regarde, puis là, OK, c'est bien le bon gars. Fait que là, finalement, je le fais rentrer. Fait que là, le gars de la sécurité, il dit, ouais, c'est pas facile de rentrer ici. Ben, j'ai dit, parce que c'est ça ma job, c'est de protéger l'argent puis de protéger mes employés. Fait que finalement, 2 semaines après, je pense que ça avait coûté 25-30 000 faire poser les barres paniques dans les portes. Il n'en revenait pas, le gars, que c'était pas encore fait. T'sais. Aujourd'hui, des centres de traitement de dépôt comme ça n'existe plus parce qu'il y a à peu près plus d'argent liquide qui se promène, presque plus. Mais dans ce temps-là, c'était... Puis j'avais appelé le propriétaire de la bâtisse parce que la banque n'était pas propriétaire de la bâtisse. Okay. Puis j'ai dit, si vous voulez venir voir votre local, vous m'avisez 48 heures d'avance. Ah, il dit, c'est moi le propriétaire. J'ai dit, oui, mais c'est moi le locataire. Fait que, il me dit, ça n'arrive pas des vols à Chicoutimi. Je pense 2 semaines après, c'est l'entreprise de transport blindé de Chicoutimi s'est fait voler 1,5 million parce qu'il y a un employé qui travaillait du soir. Il était de connivence avec un autre gars. Puis il est allé acheter un chip pain coke au dépanneur. Puis quand il est revenu, il y avait un gun à côté de l'arrière des oreilles, son partenaire dans le vol. Puis la fille a ouvert la porte. Puis là, ben, finalement, il a attaché les 2 employés, dont un qui était de connivence avec. Puis il a rempli le coffre du char avec 1,5 million, je pense. Puis il est parti. C'est digne d'un film. Il s'est retrouvé à Malbaie à donner des pourboires de 1000 $ à la barmaid. Fait que là, la fille a trouvé ça bizarre, fait qu'elle a appelé la police. Fait que le gars a volé 1,5 million, puis il s'est fait pogner, je pense, 3 heures après parce qu'il a donné des pourboires de 1000 $. Fait que là, j'ai rappelé le propriétaire de la bâtisse. J'ai dit, ça a l'air que ça n'arrivait pas des vols à Chicoutimi. Ben là, c'est 1 semaine que tu m'appelles avant de venir rentrer dans ton local. Fait que le monsieur, il ne pouvait pas rien dire. Là. Il venait de me dire que des vols n'arrivaient pas, puis 1 semaine après, il y a un gros vol comme ça qui arrive. Fait que tu sais, je suis tombé quand même assez jeune, quand même, dans une job avec une certaine responsabilité. Fait qu'à quelque part, ça m'a aussi formé le caractère, là.
Ouais, on dirait que c'est des réalités auxquelles j'avais jamais pensé. Hein. Tu sais, on dirait que tu me racontes une histoire tirée d'un film. Là, Non, c'est fou, là. Tu sais, c'était vraiment arrivé. tu es arrivé dans des histoires de même Ouais, pendant c'est que tu étais là? arrivé. Il y a eu plein d'histoires. Bon, ça, c'est vraiment les plus extrêmes. Les majeurs, là, mais... Tu sais, mon cheminement a commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, j'ai laissé gestion de l'encaisse, puis j'étais bien chum avec le vice-président régional de la région de Chicoutimi. Puis là, je suis rentré dans une succursale, puis là, je suis devenu un vrai banquier. Ouais. Pour finir que, à un moment donné, j'ai été transféré à Bécomo, j'ai été retransféré à Chicoutimi. J'ai demandé une augmentation de salaire. Ils n'ont pas voulu me la donner. J'ai passé une entrevue chez Desjardins. Desjardins voulait m'engager. Mais finalement, il est arrivé quelque chose, une ouverture de poste à Québec. On m'a comme récupéré 24 heures avant que je quitte pour m'offrir un poste à Québec. Okay. J'ai été transféré à Québec en 96 pour... j'étais directeur de développement régional de la gestion privée, des comptes de courtage en ligne et des fonds mutuels. Je m'occupais de donner de l'information financière aux banquiers pour qu'eux autres incitent leurs clients à positionner leur portefeuille de telle façon. Okay. Pour qu'en 2000, je décide de quitter ma job à salaire fixe, à fonds de pension, à job garanti, avec un de mes collègues de travail pour démarrer notre propre clientèle chez une filiale de la banque. Pour démarrer notre clientèle à zéro. En conseiller de placement? Comme conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille, oui. Puis, tu penses-tu que si tu étais resté à la banque, tu aurais été capable de prendre quand même ta retraite à 50 ans? Ou il a fallu théoriquement, ça aurait plus été 55 parce qu'il y avait des fonds de pension à l'époque à la banque. Puis après tant d'années de cotisation, mais même, j'aurais eu des pénalités parce que moi, j'ai rentré à la banque en 90, j'ai quitté en 96, mais j'ai pas commencé à cotiser au fonds de pension lorsque je suis entré à la banque. Okay. Parce qu'on avait le choix, oui ou non. Mais même si j'étais quand même un peu mindé finance, j'avais dit non. Fait que je récoltais 100% de ma paye. Il n'y avait pas un morceau qui allait dans le fonds de pension. Donc, si j'étais resté à la banque, à 55 ans, l'âge normal que les gens peuvent prendre leur retraite, s'ils ont commencé à cotiser au début de leur carrière, ben moi, j'aurais eu des pénalités. Mais le fait de quitter la banque, mon salaire garanti, ma job de directeur pour démarrer ma propre clientèle avec mon associé, on avait 4 clients sur l'écran en rentrant. Il y avait mon associé, sa blonde, ma blonde, puis moi. Fait que, mettons que tu cours pas loin avec 4 clients sur l'écran, mais on a grimpé ça client par client moi, j'étais là pendant 17 ans et demi. Okay. Quand j'ai quitté décembre 2017, on gérait à peu près 425 millions d'actifs sous gestion. Ça doit ça doit être tout un saut dans le vide. Écoute, c'est sûr. Tu gères des émotions. Les gens, c'est émotif. Là, ils font des efforts pour mettre des sous de côté. Puis moi, j'arrive dans le décor pour gérer leur portefeuille. Ben, c'est sûr que moi, j'avais une communication qui était hors de l'ordinaire avec mes clients. Là. Ça devenait des amis. Là. Puis... mais bon, on a monté ça un client à la fois, puis moi, bien évidemment, quand ta job, c'est de conseiller les gens avec leur portefeuille, bien à quelque part, tu bâtis ton portefeuille sur le sens du monde aussi, tu sais, t'es là pour conseiller les autres. Fait que le fameux proverbe, cordonnier mal chaussé, bien dans mon cas, ça marche pas parce que moi, je considère que j'étais chaussé pas si pire. Mais, tu sais, les finances, on parle toujours que c'est des chiffres, on ne comprend rien, mais avec ton discours, j'ai vraiment plus l'impression que c'est un travail plus humain qu'on pense. Écoute, ce que tu dis, Alexandre, c'est tellement ça, c'est que malheureusement, je généraliserai pas, c'est pas tous les conseillers en placement qui sont comme ça, mais malheureusement, la façon d'expliquer les finances aux gens, j'ai tendance à penser qu'il y a des gens qui mettent ça comme plus compliqué que ça l'est. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, là. Puis, tu sais, comme exemple, moi, mon associé, il m'agaçait un peu avec ça. Moi, j'étais un gars de budget. Je fais mon budget depuis l'âge de 15 ans. Je suis rendu à 57. Fait 42 ans, je fais mon budget, puis je le fais encore. Fait que, tu sais, moi, je t'ai amené, si tu veux, tantôt, on regardera ça ensemble, mais je t'ai amené ma fameuse feuille de budget. Où est-ce que... Un gars prêt? Oui. Où est-ce que j'ai jamais trouvé dans la littérature financière une façon de faire un budget comme moi je le fais. Okay. C'est-à-dire que tout le monde sait que, mettons que tu gagnes, je sais pas moi, 60 000 par année de salaire,
tout le monde sait que c'est pas ça qui te reste dans tes poches, parce que quand l'impôt fédéral, l'impôt provincial, l'assurance emploi, les RQAP, puis la régie des rentes est passée, bien, c'est plus ça qui te reste, 60 000, tu sais. Puis malheureusement, j'ai souvent tendance à penser que les gens vivent en fonction de leur brut au lieu de vivre en fonction de leur net. Fait que moi, ma façon que je fais mon budget, c'est que peu importe le style de vie que tu as des dépenses dans ta vie qui sont des dépenses fixes, que tu n'as pas le choix de payer. Que ce soit tes assurances auto, que ce soit ton cellulaire, que ce soit tes taxes municipales, tes taxes scolaires, si tu es propriétaire, que ce soit ton loyer, toutes les dépenses que tu sais précisément que ça va te coûter dans la prochaine année, bien ça, c'est de l'argent, une partie de ta paye qui ne t'appartient pas quand ta paye se dépose dans ton compte. Moi, je demande que je ton vrai net. Ton vrai net, ta paye nette se dépose, mais sur ta paye nette, exemple, mettons que tu as 1 000 $ par semaine nette de paye, bien, si tes dépenses fixes que tu n'as pas le choix de payer un moment ou un autre dans l'année équivalent à 300 $ par semaine, parce que tu prends ton total de tes dépenses nettes, de tes dépenses fixes que tu as à faire par année, puis tu le divises par ton nombre de payes, bien, si ça équivaut à 300 $ par paye, bien, si ta paye de 1 000 $ net se dépose, puis tu as 300 $ qui n'est pas à toi parce qu'il faut que tu payes tes dépenses fixes, bien, ça veut dire que ta vraie paye qui t'appartient, c'est 700 $. Alors, il y a 300 $ sur 1 000 $ qui n'est pas à toi. Puis dans ton 300 $, moi, je dis à mes clients, REER, CELI, régime épargne-études si tu as des enfants, puis idéalement, un autre compte à part pour tes épargnes régulières. Paye-toi avant de payer ton fournisseur de dépenses variables. Pour moi, le restaurant, c'est une dépense variable. Les voyages, c'est une dépense variable. Ton essence, c'est une dépense variable. Oui, semi-fixe, là, parce qu'il faut que tu tanques ton char à tous les jours, mais tu ne peux pas savoir précisément combien tu vas mettre de gaz dans ton char dans une année. Si tu as un loyer de 1 000 $ par mois, tu sais précisément que ton loyer va te coûter 12 000 la prochaine année. Fait que des dépenses fixes, c'est facile à planifier. Fait qu'un coup que tu as séparé tes dépenses fixes de tes dépenses variables, puis que tu t'es payé avant d'aller dépenser de l'argent au restaurant, en vêtements, en esthétique ou je sais pas quoi, bien là, tu as commencé déjà à planifier ton futur financier. Puis tu t'arranges pour vivre avec le net qui te reste, après avoir mis tes sous de côté pour ton futur financier. Fait que moi, c'est pas compliqué, j'expliquais ça de même à mes clients. Mes clients ou les enfants de mes clients. Tu sais, à un moment donné, j'ai un client qui m'appelle, puis il vient me voir, puis il me dit, Éric, il dit, je charrais un peu, mais c'était pas loin de ça. Il dit, je suis sur le bord d'étouffer ma fille. Fait que j'ai dit, ben oui, mais comment ça? On va essayer de régler ça avant que ça se ramasse là. Il dit, écoute, j'ai tout fait pour leur expliquer comment mettre des sous de côté, puis il dit, ça marche pas. J'ai dit, d'après moi, votre problème, ça vous c'est quoi? C'est que vous êtes son père. Fait que j'ai dit, vous avez un lien hiérarchique avec votre enfant. Donc, c'est comme si tu dis à ton enfant, fais ci, fais ça. Fait que ça, l'enfant, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. J'ai dit qu'ils viennent me voir. Fait que la jeune fille et son conjoint sont venus me voir. Ils gagnaient 90 000 par année. Ils louaient le deuxième condo de mon client, qui était payé, évidemment, qui était cash. Puis mon client lui louait ça vraiment au strict minimum, c'est-à-dire les taxes municipales, taxes scolaires puis frais communs. Fait que ça lui coûtait de mémoire, je pense, 400 $ par mois à deux. Puis il rentrait 90 000 par année dans la maison. Fait que j'ai expliqué comment fonctionner aux deux. La jeune femme est tombée d'aplomb dans le setup de budget. D'ailleurs, je pense que son conjoint m'en voulait un peu. Puis, au bout d'un an, ils se sont mis quasiment 28 000 de côté. Ah ouais. Puis, ils ont acheté leur maison. Là, je vous parle de ça. On est en 2001. Oui. Là. Ça fait quand même quelques années. Fait que c'est sûr que le prix des maisons en 2001, après la léthargie immobilière qu'on a connue de 90 à 2000, ça commençait à remonter tranquillement, mais c'était pas encore remonté. Ils ont acheté leur maison. C'est un bon cash down. Ben oui, il y a 1 an et demi. Fait que là, mon client me rappelle, il dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, j'ai probablement utilisé peut-être presque les mêmes mots que vous, mais comme je vous disais tantôt, moi, je n'ai pas de lien hiérarchique avec votre fille et son chum. Moi, j'étais un no-name professionnel du placement puis des épargnes qui est arrivé avec une structure, une solution, puis ils ont vraiment rentré dedans. Ils ont acheté leur maison, je m'en souviens comme c'était hier, 28 000 de cash, ils ont payé la maison 125 000. Il n'y avait pas d'enfants dans le temps. Maintenant, ils sont rendus avec 3 enfants, puis là, leur maison doit valoir 450. Fait que, tu sais, c'est-tu une belle réalisation de ma part intérieurement d'avoir aidé des jeunes de même à bâtir leur patente? Je peux te dire que oui, là, c'est clair. Là, t'sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu me parlais justement de ce budget-là. Là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un budget Éric Tremblay? Ben, écoute, moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment, comme je te disais tantôt, toutes mes dépenses fixes sont là-dedans.
Puis écoute, ça va aussi loin que, dans les dépenses variables, par exemple, tu vas avoir l'entretien auto, l'entretien maison, les vacances, les vêtements. Bien, moi, vu que je suis une bébite, je te l'ai dit tantôt, je suis une bébite un peu à part des autres, là. Bien, moi, quand je travaillais, mes vêtements, mon entretien auto, mon entretien maison, mes vacances, pour moi, c'est essentiel. Donc, c'était pas des dépenses variables, c'était dans mes dépenses fixes. OK. Fait qu'exemple, si, mettons, je te payais aux 2 semaines, dans le temps, évidemment, j'étais habillé-cravate à tous les jours. Fait que les vêtements, il fallait que j'aie un budget pour ça. Bon, ben mettons que, je sais pas, moi, j'avais planifié 75$ par 2 semaines, 150$ par mois de vêtements. Ben, quand ma paye se déposait, admettons que mon total de dépenses fixes, incluant mes vêtements, mon entretien auto, mon entretien maison, puis mes vacances, mettons que ça faisait 700$ par 2 semaines. Bien, quand ma paye se dépose, moi j'étais comme ça. Moi, il faut vraiment que mes affaires soient séparées. Fait que j'ai un compte pour mes dépenses fixes, j'ai un compte variable pour mes dépenses variables. Ma paye se dépose dans mon compte de dépenses variables. Puis quand ma paye se dépose, automatiquement, je prends 700$, exemple, puis je le vire dans mes dépenses fixes. Puis, comme je dis souvent, pour avoir passé nos examens puis avoir réussi nos études, il a fallu qu'on étudie. Bon, ben les finances, c'est un peu la même affaire. C'est sûr que ça se fait pas tout seul, là. Tu sais, comme ça prend un petit peu d'effort. Comme moi, je suis nul total en technologie, mais quelqu'un, mettons, comme toi, je suis sûr qu'il est très, très bon en techno, tu vas monter ton budget sur Excel, tu vas peser sur le piton, toutes les colonnes vont s'additionner à chaque paye. Bon, ben moi, j'ai un grand livre avec des colonnes, puis je sors ma calculatrice, mon stylo, puis je vais dans chacune de mes rubriques. J'avais même à un moment donné, puis je l'ai encore, j'ai une rubrique gâter ma blonde. Fait que, mettons, par 2 semaines, j'ai un 100$ par 2 semaines pour gâter ma blonde. Fait qu'elle est sûre que tu oui, fais la elle, compte. là, mettons, à un moment donné, elle va me dire « Hey, Eric, il y a combien dans le budget gâter blonde? » Ben, mettons, il y a 400$. Bon, ben, on va tout au restaurant. Ben, c'est sûr que quand on va au restaurant, c'est moi qui ramasse la facture. Puis quand j'arrive à la maison, quand je paye mon compte de carte de crédit, je m'en vais déduire 200$. Mettons que le repas au restaurant coûtait 200$. Ben, j'avais 400, j'ai déduit 200. Fait que le fait de tout planifier ces affaires comme ça peut paraître compliqué quand c'est expliqué, mais un coup que tu commences à tomber dans cette routine-là, tu ne veux plus en sortir. Parce que, exemple, si ton logement, c'est 1000$ par mois, tu tasses 500$ à la première paye, tu tasses 500$ à la deuxième paye, tu as tassé 2 fois 500, ça fait 1000, puis à la fin du mois, le 1000 sort. As-tu besoin de garder un suivi là-dessus? Évidemment que non. Fait que plus 500, moins 1000, plus 500, moins 1000, tu n'as pas besoin de garder un suivi là-dessus. Mais bon, pour les vacances, pour le budget pour gâter ma blonde, pour mes vêtements, pour mon entretien auto, bien là, évidemment, il faut que tu gardes un certain suivi parce que dans ce fameux compte de dépenses fixes-là que tu as, bien, ça finit qu'il y a de l'argent qui se ramasse là-dedans. Là, si tu es propriétaire, tu ramasses tes taxes municipales, tu ramasses tes taxes scolaires, mon hydro passe là-dedans. Mes vêtements, mon entretien auto, ben moi, regarde, j'ai comme un petit tableau comme ça où là, je marque le nom de la rubrique, la date de dépôt, la date de la paye, le dépôt, puis le solde. Fait que si je mets, mettons, 100$ par 2 semaines pour mon entretien auto, je dis n'importe quoi. Bon, ici, c'est marqué entretien auto. Paye numéro 1, 100$, solde 100$. Paye numéro 2, 100$, je suis rendu à 200$, etc. Fait que si j'ai 4, 5, 6 rubriques comme ça, que la dépense n'a pas une date fixe, bien, à un moment donné, ça finit que dans ce compte-là, il y a des sous, mais après ça, il faut que je sois capable de ventiler ce total d'argent-là. Il est réparti en quoi? J'ai-tu 2000$ pour les vacances? J'ai-tu 500$ gâter ma blonde? J'ai-tu 700$ de vêtements? Etc. Puis quand, mettons, j'avais besoin d'aller acheter des vêtements, j'allais magasiner, je savais que j'avais un budget de 700$. Fait que je dépensais, mettons, 700$ de vêtements. Puis quand j'arrivais à la maison, quand mon compte de Mastercard arrivait, bien là, j'allais dans mon compte pour payer, prendre l'argent pour ma rubrique vêtements. Fait que, tu sais, un coup que tu es structuré comme ça, tu peux pas faire autrement que de ne pas arriver. Là. C'est impossible. C'est de faire l'effort de faire la structure. C'est ça, j'ai dit. Avant de passer tes examens pour avoir ton diplôme, il a fallu que tu étudies. Bien, ça a même affaire dans tes finances. Tu sais, ça se fait pas tout seul, là. Georges Saint-Pierre, qui est devenu champion du monde en combat ultime, bien, il n'a pas commencé à s'entraîner 2 semaines avant de devenir champion du monde. Là. Il en a bavé. J'ai lu sa biographie, puis le gars, il s'est donné pas à peu près. Il en a mangé des claques sur le museau avant de devenir champion du monde. Céline Dion,
À un moment donné, elle avait de quoi aux cordes vocales, il a fallu qu'elle arrête de parler pendant un mois de temps. Tu sais, t'es chanteuse, là. Fait qu'elle n'a pas dit un mot pendant un mois de temps. On appelle ça de la discipline, là. Tu sais, son médecin, il disait, t'as même pas le droit de parler dans tes rêves. Et ça commence à être assez intense, là. Tu sais, je veux dire, tu dors, tu rêves, mais il fallait pas qu'elle parle. Ben, elle l'a fait. Ah, Tu sais, ouais. fait qu'à un moment donné, si tu veux atteindre quelque chose, ben là, t'as pas le choix de faire les efforts, là. Quelqu'un qui sait pas patiner, là, c'est sûr qu'il sera pas repêché par le Canadien de Montréal, là. C'est sûr, si tu patines sur la bottine, c'est certain que tu feras pas la ligue, là. Bon, peux-tu travailler pour le Canadien dans d'autres choses? Oui, peut-être. Mais si tu veux être joueur de hockey, ben quelque part, il faut que tu commences à... Tu sais, n'importe qui fait du vélo, Ouais. ben, à un moment donné, il n'a pas commencé tout de suite en partant avec un vélo à 2 roues. Il a commencé avec les 2 petits trous en arrière. Fait qu'on avait toute la gang sur 4 roues, puis à un moment donné, tu relèves les roues, tu les enlèves, puis là, tu finis par prendre confiance, puis tu avances. C'est la même affaire dans tes finances. Puis toi, l'objectif de prendre ta retraite à 50 ans, tu Là- t'es mis ça... Bien, premièrement, c'est quoi ma définition de la retraite? Ouais, Bon, OK? vas-y. Moi, ma définition de la retraite, là, quand j'ai commencé à planifier ça, c'était pas nécessairement d'arrêter puis plus rien faire. OK. C'était d'avoir la capacité de pouvoir dire, si ça me tente plus d'avoir un horaire et d'aller travailler, est-ce que je peux me le permettre? Si je peux me le permettre, mais que ça me tente encore d'y aller, bien, je vais y aller. Puis si je peux pas me le permettre, bien, 2 plus 2, ça fait 4. Il faut que tu continues à travailler. Il y a un Chinois qui dit, il dit, moi, ma définition, puis je trouve tellement que c'est un Chinois qui est évidemment, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là. Il est très, 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 très riche. Mais il dit, lui, sa définition de la richesse, c'est quoi? C'est que si demain matin, tu n'as plus de job, donc tu n'as plus de revenus de salaire qui rentrent, est-ce que tu es capable de continuer exactement le même train de vie? Donc, si la réponse c'est oui, selon ton besoin puis tes besoins à toi, bien ça veut dire que tu es riche. Bon, tu sais, ça fait que c'est une belle façon de le voir. Puis il y a un autre, je pense, qui s'appelle Jim Schwang, je ne sais pas trop là, son nom. Lui, il dit compte de placement de 2 millions plus maison de 500 000 égale bonheur. Maison de 2 millions et compte de placement de 500 000 égale misère. Je trouve tellement que ces 2 phrases-là sont bonnes. As-tu nécessairement besoin d'avoir une maison de 2 millions, mais 500 000 dans le compte de banque? Moi, je disais à mes clients, des fois, tu sais, que tu as un toit sur la tête puis que tu es confortable, là, ça te sert à quoi d'avoir une maison énorme avec des pièces où tu iras peut-être même pas une fois dans l'année? Là, à quelque part, tu échauffes ces pièces-là, ça te coûte plus cher de taxes municipales, puis tu y vas même pas. L'important, c'est que tu sois confortable, puis ta maison, à répondre à tes besoins à toi, pas pour impressionner la galerie. Fait que moi, je sais bien que si tu me demandes de choisir entre une maison de 2 millions puis 500 000 dans mon compte ou une maison de 500 000 puis 2 millions dans mon compte, moi, te dire, j'aime bien avoir 2 millions dans mon compte. Parce que demain matin, s'il arrive un pépin, j'ai 2 millions devant de moi pour... Là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça que je joue, là. Non. Mais j'aime mieux avoir cette philosophie-là. Je pense qu'il y a plus de monde qui devrait avoir cette philosophie-là. Puis, tu sais, quand tu commences en finance, l'autre affaire, le budget, c'est une chose. À quelle fréquence tu le fais? Bien, gars, moi, mon dernier budget que j'ai fait, c'est pas compliqué, c'est quand j'ai pris ma retraite. Parce que mon train de vie n'a pas changé depuis ce temps-là. Fait que je ne refais pas mon budget tous les semaines, là. Tu sais, moi, j'ai ma trail, puis j'avance là-dedans, puis je continue pareil comme quand je travaillais. Il y a quelques rubriques que j'ai pu, parce que j'ai plus besoin d'en avoir. Des rubriques de vêtements, là. Regarde, les vêtements, là, ce que j'ai, j'en ai en masse, là. J'ai pas besoin d'aller magasiner tous les semaines pour des vêtements, pour des cravates, j'en porte plus. Mais le restant de mon budget est encore pareil. Puis la façon, un coup que tu as bâti ton budget puis que tu as bâti tes affaires, la façon après ça de savoir année après année si tu avances, si tu recules ou si tu fais du surplace, bien, c'est de faire ton bilan annuel. Ton bilan annuel, c'est le 31 décembre. Moi, j'ai commencé à faire mon bilan annuel, j'avais 32 ans. Puis je suis rendu à 57. Puis ça fait 25 ans que je le fais. Je m'étais donné un objectif de croissance de ma valeur nette quand j'ai commencé à faire mon bilan. Parce qu'en atteignant ce que j'espérais avoir comme croissance, bien, ça assurait encore plus ma possibilité de pouvoir décider de prendre ma retraite ou pas quand je déciderais de vouloir la prendre. Fait que le bilan, c'est pas compliqué. C'est tes actifs, moins tes passifs, puis ce qui reste en bas, c'est ta valeur nette. Fait que dans tes actifs, c'est tes comptes de banque, tes comptes de placement, ton immobilier si tu en as, ta voiture si tu l'as achetée, si tu as loué un char, tu ne mets pas ça dans ton bilan. Si tu loues un appartement, c'est pas ta possession. Bien, si tu loues ton auto, c'est pas ta possession.
Tu as loué le char au garage, puis au bout du terme, ben, tu as le choix de donner les clés ou de refinancer ton char parce qu'il te reste encore une grosse ballonne à payer. Bon. Puis tes meubles, tu ne mets pas ça dans ton billet. Parce qu'un meuble, ça vaut rien. Oui, ça coûte cher quand tu vas l'acheter, peu importe le magasin. Idéalement, si tu es capable de te trouver des meubles usagés, c'est encore mieux. Ça va te coûter moins cher. Puis la différence entre le meuble neuf et le meuble usagé, bien, mets-les dans ton REER. Tu sais, moi, c'est le même que je pense. Bon. Fait que, puis les jeunes, c'est tout ça. Ils veulent tout commencer dans le flambant neuf, souvent. Fait que, tu es capable de te meubler une maison complète dans l'usager, puis tu vas sauver énormément d'argent, puis ça va faire la job. Fait que tes actifs, c'est quoi que tu possèdes, puis tes passifs, bien évidemment, c'est quoi tes dettes. Puis un moins l'autre, idéalement, il faut que ce soit positif, mais si ta valeur nette est négative, bien, en bon québécois, donne-toi comme objectif de mettre ça au positif le plus vite possible. Tu as une augmentation de salaire, bien, épargne-le au lieu de dépenser plus. Vis en dessous de tes moyens, pas au-dessus de tes moyens ou selon tes moyens. Vis en dessous de tes moyens si tu es capable. Fait que de cette façon-là, tu vas avoir ton train de vie pareil, puis tu vas finir par être capable de te bâtir quelque chose de financier. C'est de même que je te dirais que... La base. La base de tout, c'est ça. Puis c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'avoir des formules longues de même, là. Tu sais, c'est... Vis avec ton net et non pas en fonction de ton brut. Ça, c'est une autre affaire, moi, qui m'énerve un peu. C'est que quand, mettons, tu vas voir ton banquier ou ta banquière pour te faire qualifier pour... pour te faire qualifier pour avoir un prêt hypothécaire, bien, ils font les calculs sur du brut. Ouais. Alors qu'on sait bien que c'est pas ça qui te reste dans tes poches. Tu sais, j'ai fait un petit exercice l'autre jour, basé sur un salaire brut, parce qu'ils ont des ratios tout établis d'avance là, dans les banques et les caisses. Bon, ben, mettons, tu arrivais à 42 d'ATD, amortissement total des dettes. Bon, 42 d'ATD, ça, c'est tout ce qui a rapport à la maison. Taxe municipale, taxe scolaire, paiement, capital, intérêt, taxe municipale, taxe scolaire, tes prêts actuels, tes dettes actuelles, ta carte de crédit, etc. Ton total de dettes par mois avec ton paiement hypothécaire, fois 100 divisé par tes revenus bruts. Bon, bien, exemple, le maximum qu'ils peuvent aller, je pense, c'est 42 Mais si tu refais le même calcul basé sur ton revenu net, là, comme par hasard, tu tombes à 58-59 de tes revenus nets juste pour tes dettes. Tu n'as pas encore mis d'argent de côté pour ta retraite, tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas mis de gaz dans ton char, tu n'as pas payé d'assurance. Fait qu'à quelque part, je trouve que c'est une mauvaise façon, à mon sens, à moi. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la réponse à tout. Mais moi, ma vision de la patente quand tu t'en vas pour emprunter, malheureusement, ils ne tiennent pas compte, si tu n'as pas de fonds de pension à prestation déterminée avec ton employeur, bien, les banquiers ne tiennent pas compte qu'il faudrait peut-être que tu ramasses ta retraite. T'sais. Ah oui, bien, ma blonde, moi, on s'est acheté une maison en 2021. Puis en 2020, on s'est fait qualifier. Puis quand on a vu le montant pour lequel on était qualifié, bien, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas cet argent-là. On ne pouvait pas se payer une maison comme ça. Tu sais, tu regardes les calculs, puis là, ma blonde, elle disait, mais j'ai mon char à payer. C'est pas là-dedans. Tu sais, on dirait... Puis là, on regardait le portrait, puis OK, bien, il va falloir acheter 100, 150 000 en dessous de ce qu'on est qualifié. Là, mais tu sais, au moins, vous avez eu l'intelligence de reculer. Ah ouais, mais votre banquier vous a dit qu'il pourrait vous prêter ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui, quand le banquier lui dit « on peut vous prêter 400 000 », là, c'est l'ego qui prend de la place. Puis là, ils sont tous fiers de dire que le banquier veut lui prêter 400 000. Mais je suis à peu près certain que dans 90 des cas, c'est parce que quand la personne, le couple ou la personne, peu importe, va avoir acheté sa maison, il n'aura pas donné 20 de cash. Donc, le prêt va être assuré par la SCHL. Ah, ben oui. Bon, la SCHL, c'est qui? Bien, c'est tous nous autres comme citoyens, c'est fédéral. C'est un organisme fédéral. Bon, bien, si demain matin, ça va vraiment pas bien, puis que le petit couple, il faut qu'il redonne les clés de la maison, bien, l'institution financière ne perdra pas une scène. Parce que la SCHL va rembourser complètement l'hypothèque, puis va reprendre la maison. Ça veut dire que l'institution financière qui t'a prêté bien trop d'argent pour ce que normalement tes finances auraient pu te permettre de faire, bien, elle, son risque, c'est carrément zéro. Ça veut dire que... je ne suis pas en train de dire que les banquiers ne sont pas honnêtes. Ils ont des ratios, ils ont fait le job, tu es rentré dans un ratio, c'est ça la norme. Ben oui. Bon, bien, regarde, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Mais ça devrait être, là, à la limite, là, une décision gouvernementale que quand tu qualifies quelqu'un pour une hypothèque, si la personne n'a pas de fonds de pension à prestation déterminée, donc qui ne travaille pas au gouvernement municipal ou patente de même, bon, bien, tabarouette, tantôt, il va falloir qu'il ramasse sa retraite, là. Bien, moi, je l'inclurais dedans.
Fait que je dirais, bon, ben, gars, un REER, tu as le droit à 18 de ton salaire de l'année passée. Ben, moi, j'embarquerais 18 de ton salaire comme un paiement hypothécaire. Puis là, je te qualifierais avec ça pour te dire, bon, ben, gars, si je mets pas ça, on pourrait te prêter de 400 000, mais si on inclut de planifier vos retraites, ben là, on pourrait vous prêter 250 000. Bon, ben, gars, regarde des maisons plus petites. C'est ce que je te dis. C'est juste d'offrir un scénario peut-être plus réaliste pour éviter... Ben, c'est-à-dire, c'est de conseiller son client et non pas seulement de qualifier. Et toute la différence. Mais on parle d'éducation, là. Toi, tu t'impliques dans des écoles aussi, là. Ouais. Tu m'as parlé un peu de ce projet-là, là. Oui, il y a quelques années, j'avais proposé une conférence financière dans un collège privé à Saint-Michel-de-Bellechasse. Okay. Puis la professeure qui donnait le cours d'éducation financière avait trouvé ça intéressant, sauf qu'elle disait que si je donnais ma conférence, je donnais ces 2 sessions dans ma conférence. Fait qu'elle m'a dit, y a-tu moyen de condenser un peu? Fait que je suis allé lui faire une petite conférence sur le budget. Okay. Puis les jeunes ont bien trippé, ils ont bien aimé ça, puis ils voulaient que j'y retourne. Okay. Puis quand j'ai vu le succès que ça avait fait, ben, j'ai proposé ma conférence à une autre école à Lévis. Ouais. Puis j'ai rencontré cette école-là, je leur ai présenté mon affaire, puis ils m'ont offert une job. Parce que le prof qui donnait le cours d'éducation financière a travaillé, mettons, la session d'automne, puis il a annoncé qu'il ne rentrait pas après les fêtes. Puis là, il fallait qu'il trouve un nouveau prof. Puis moi, j'arrive en plein dans ce timing-là. Fait que finalement, j'ai accepté le défi d'avoir 5 groupes de secondaire 5, 163 élèves pour donner le cours d'éducation financière, mais j'avais demandé comme 2 questions à la personne qui m'avait rencontré. J'avais dit, veux-tu quelqu'un qui est bien hot en techno? Elle dit, comment ça? Ben, j'ai dit, moi, je suis nul. Fait que, elle dit, ben là, si t'es capable de prendre les présents. J'ai dit, ouais, ça, c'est correct, tu vas être capable de faire ça. Puis j'ai dit, 2, tu veux-tu que je suive le plan de cours à la lettre? Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, tu veux que je suive le plan de cours à la lettre, trouve-toi quelqu'un d'autre. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, décortiquer ma conférence en petits bouts, puis laisse-moi aller. Tu vas voir que les jeunes, mais que j'ai fini, ils vont être équipés. Puis écoute, là, à un moment donné, bon, de janvier à juin 2022, puis là, j'avais une de mes étudiantes qui était sur le comité du bal de finissant. Fait que là, il m'avait invité au bal de finissant. Moi, j'avais refusé d'y aller parce que j'avais dit, gars, j'ai été 5 mois dans l'UV, ces jeunes-là. Mais là, ma petite jeune, elle vient me voir, puis elle dit, Monsieur Tremblay, elle dit, vous avez dit non, vous venez pas au bal de finissant? J'ai dit, ouais, ben, comme je te dis, j'ai été 5 mois dans votre vie. Non, mais elle dit, il y a du monde qui aime vraiment ça que vous soyez là. Fait que finalement, j'y ai été avec ma conjointe. Puis, un moment donné, un de mes jeunes, il vient me rencontrer avec son père, puis quand son père a vu que j'avais une couette, puis tout ça, il a comme pogné son 2 minutes, il a dit que, ah oui, c'est vous le prof d'éducation financière? J'ai dit, oui. Il dit, savez-vous, M. Tremblay, il dit, ça m'a coûté quand même assez cher d'envoyer mon jeune ici, puis dans les 5 années de secondaire, il n'est jamais arrivé le soir à me parler ben de ce qu'il avait appris dans la journée, mais il dit là, depuis le mois de janvier, le budget, le bilan, les REER, les CELI, les CELIAP, les actions, les placements, et j'en reviens pas, et je ne sais pas ce que vous avez fait. Bien, j'ai juste été sa base. Tu sais, entre autres, j'ai donné un exercice à mes jeunes, j'ai dit, meublez-moi un toit et demi. Bon, vous êtes parti en appartement, meublez-moi le toit et demi. Fait que là, il y en a qui avaient oublié le frigidaire, il y en a qui avaient oublié la table de cuisine, bon, etc. Puis après ça, j'ai séparé mes groupes en 2, puis j'ai dit la moitié du groupe, quand ils ont su tout ce que ça prenait pour mettre dans un toit et demi, j'ai dit la moitié du groupe, vous allez aller acheter vos meubles dans l'usager, puis l'autre moitié, vous allez acheter dans le neuf. Puis là, vous faites vos affaires comme si c'est vous autres qui payez. Fait que là, à un moment donné, il y a une des petites jeunes, elle me dit, Éric, elle dit, il y a quelqu'un qui donne son micro-ondes sur Kijiji. Elle dit, je peux-tu le prendre? Ben, je dis, ben oui. Ta seule affaire, c'est, il marche-tu? Fait qu'amène-toi un verre d'eau, mets-le dans le micro-ondes quand tu vas aller voir, puis s'il marche, puis ton eau est chaude, ben prends-le, il t'a rien coûté. Fait que, un autre, elle me dit, ben moi, c'est pas vrai que m'en allais acheter mes ustensiles usagés. Fait que là, j'arrive en avant de ma jeune, puis je dis, t'as jamais été au restaurant de ta vie? Elle dit, ben oui, elle dit, j'ai été au restaurant. Ben, j'ai dit, d'après toi, c'est des fourchettes neuves que tu te mets dans la bouche à tous les fois. Ben non, ben, il lave. Ben, j'ai dit, t'es laveras. Tu vas te payer peut-être 5$ pour un 12 couverts, couteau, fourchette, ustensiles, tout ça. Fait que puis probablement que dans l'usager, ça va être de meilleure qualité que si tu vas l'acheter dans un magasin pas cher, parce qu'après 3 fois dans le lave-vaisselle, ça va être tout rouillé. Un autre de mes jeunes, lui, il était dans le neuf, il dit, Éric, il y a une TV ici au plasma, je sais pas trop, à 35 000, je peux-tu m'acheter ça? Ben, j'ai dit, gars, mon homme, j'ai dit, moi, avec 35 000, moi, de meubler 5 toits et demi. Toi, si tu veux le mettre sur la TV, c'est toi qui ça regarde. Mais j'ai dit tantôt que vous deviez meubler vous-même avec votre argent. Ah, il dit, c'est correct, il dit, moi, y aller dans le plus petit. Ben, j'ai dit, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis arrivé avec des affaires comme ça. Ouais. Et moi, un autre coup, je leur ai bâti un menu du dimanche au samedi. Déjeuner, dîner, souper, avec des menus un petit peu plus élaborés pour la fin de semaine.
Je les ai bâtis la liste d'épicerie, je les ai séparés en groupes, je les ai allés faire l'épicerie sur Internet. Moi, j'avais été le faire j'avais choisi une épicerie. Moi, ça m'avait coûté pour cette liste d'épicerie-là 250$. Bien, il y a un groupe qui est allé dans une épicerie que je nommerai pas. Eux autres, c'était 350$. Puis il y a une autre gang qui est arrivée avec 177$. Là, j'avais dit, pour moi, vous avez fait une erreur, refaites vos calculs. Ils refont le calcul, tabarouette, sont arrivés à 175$. Mais là, j'ai dit, comment tu fais pour arriver à ça? Il y a une des petites jeunes, elle a dit, moi, j'ai une application, j'ai rentré ce que tu marquais sur ta liste d'épicerie, je pisais Center, puis ça me disait que c'était où que c'était le moins cher. Fait que là, j'ai dit, t'as fait combien d'épiceries? Elle a dit 8. Ben oui, mais j'ai dit, là, ça va te coûter 100$ de gaz pour ça. Non, elle a dit, il y a une épicerie que si je monte mon application, il y a cote le prix. Je n'étais même pas au courant que ça existait. Mais tu sais, l'équipe qui est allée, ça coûtait 350 versus l'autre, ça coûtait 175, c'est pour une semaine. 175$ de différence pour une semaine. Si tu fais ça sur 52 semaines, d'après moi, tu es capable de mettre de l'argent dans ton CELI et dans ton REER, là, rien qu'en économie sur l'épicerie. Fait que le père du jeune, il me disait, écoute, il est arrivé avec des affaires que je n'étais même pas au courant. Fait que moi, quand le père me dit ça, j'ai dit, monsieur, j'ai dit, une des premières affaires que j'ai dit à mes élèves quand je suis arrivé, j'ai dit, si ce qu'on va voir ensemble fait en sorte que quand vous en jasez avec vos parents le soir, vos parents vous disent qu'ils n'étaient pas au courant, moi, m'avoir fait ma job. Parce que vous allez en savoir plus que vos parents sur les finances. Puis ça a été quand même un pas pire succès, là. Fait que... C'est le fun, ça, de partager, tu sais, à des plus jeunes. Tu sais, tu parlais justement de ce lien humain-là que tu as toujours voulu garder via les finances, malgré les finances, si on veut, là. Puis de le partager aux jeunes, ça doit être quelque chose de... malgré tout, très valorisant. Là, ben, c'est sûr que c'est valorisant, puis c'est ça le problème. C'est que malheureusement, mettons que tu parles de retraite, ben, dans la tête du monde, ils ont le temps en masse. Moi, j'ai martelé dans la tête de mes jeunes pendant 5 mois de temps, ça a même été des questions d'examen, là. OK? Première phrase que moi, j'ai appris à 12 ans. Dans la vie, il y a quelque chose de pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Donc, dans l'examen, c'était marqué, dans la il y a quelque chose de que de ne pas c'est de ne pas Fait qu'il fallait qu'ils remplissent les mots qui manquaient. La deuxième phrase que je les ai martelée, c'est que le temps est notre arme la plus puissante. Plus vite tu mets des petits morceaux d'argent de côté, bien tantôt, ces petits morceaux-là, ils vont accumuler les rendements, puis ces petits morceaux-là vont devenir des gros morceaux. Puis quand tu vas devenir un vrai adulte, à peut-être être propriétaire, avoir des enfants, des ci, des ça, puis là, bien, les paiements vont rentrer d'un bord et de l'autre. Tu n'auras peut-être plus autant la capacité de mettre des sous de côté. Donc, les petits efforts que tu vas avoir faits quand tu étais jeune, quand tu étais chez tes parents, tu ne payais pas de pension, tu travaillais, puis au lieu de gaspiller ça dans des niaiseries, bien, tu t'es gâté quand même. L'idée, c'est pas de passer à côté de la vie, là. OK? C'est d'être équilibré. Pense à demain, pense à maintenant aussi, mais pense à demain le plus tôt possible dans ta vie. Ça veut dire que en ayant en tête le temps est ton arme la plus puissante, bien, tabarouette, si tu commences jeune à mettre des sous de côté, puis regarde, je veux dire, je parle pas au travers de mon chapeau. Moi, j'ai commencé à planifier ma retraite, j'avais 18 ans. Je l'ai pris à 50. C'est pas de la prétention. C'est juste de dire, regarde, je l'ai faite. Fait que je viens pas de la planète Mars, là, ça se fait, là. C'est sûr que, bon, j'ai bien gagné ma vie, mais j'ai toujours été structuré dans mes affaires. Puis je me suis pas empêché de voyager. J'en ai fait en masse des voyages dans ma carrière. Puis j'en fais encore. Mais j'ai toujours planifié. Fait que si je me disais, mettons, ma blonde puis moi, on disait, nous autres, on veut dépenser, mettons, 2000$ pour un voyage. Bien, le 2000$ divisé par 26 payes, ça fait combien? Fait qu'à chaque paye, il se tassait un morceau pour accumuler mon 2000. Puis quand mon 2000 était accumulé, je partais en voyage. Mais j'avais mis de l'argent dans mes REER, j'avais mis de l'argent dans mon CELI. Bien, pas dans mon CELI, parce qu'en 2009, ça existait, ça vient de commencer, CELI. Ça fait pas très, très longtemps, mais bon. Dans mes REER, j'avais mis des sous. Puis quand j'avais maximisé mes cotisations REER, bien, je mettais de l'argent dans un compte régulier aussi, tu sais. Fait que je parle pas de quelque chose qui se réalise pas. Ça se réalise, c'est faisable. Mais il faut faire les efforts, tout simplement. Depuis octobre, tu as décidé de te lancer un défi. Je pense que tu es un gars de défis de base, là. Et comme tu disais tantôt, la retraite à 50 ans vient quand même avec bien des possibilités encore. Là. Je pense pas que tu t'assis dans ton salon à longueur de journée. Puis tu t'es lancé le défi de ramasser 100 000 $ pour la Fondation Hôtelier de Lévis. Ouais.
Parle-moi de cette histoire-là. Ben, premièrement, je suis assis ici aujourd'hui, c'est parce que quelque part, l'Hôtel-Dieu de Lévis m'a sauvé la vie. Parce que la retraite, tantôt, on en parlait. Oui, tu peux être capable de planifier tes finances personnelles dans le but d'avoir le choix de continuer ou d'arrêter. Moi, j'ai décidé d'arrêter, mais parce que mes finances étaient bien planifiées. Mais la santé, tu peux bien t'alimenter, avoir une hygiène de vie qui est super correcte, mais à quelque part, si à la loterie des pas chanceux, tu gagnes le gros lot, ben c'est pas toi qui as grand-chose à dire là-dessus. Ben moi, j'ai gagné à la loterie des pas chanceux parce que j'ai pris ma retraite à 50 ans, puis à 52 ans, on m'a déclaré un cancer de la gorge stade 2. Fait que 5 chimios, 32 radios plus loin, perdu 30 livres, mettons, je n'ai pas à perdre. Fait que ça a été un bout de trophée, pas à peu près, là. Mais j'ai gagné ma bataille. Puis j'en suis ressorti, j'ai repris mes 30 livres, fait que je suis bien content. Puis là, ben, c'est ça. Au mois d'octobre dernier, j'ai proposé à la Fondation d'Hôtel-Dieu de Lévis de faire une levée de fonds, de ramasser 100 000 pour la Fondation. Fait que là, ben écoute, parce que là, la Fondation m'avait demandé de faire une vidéo, ce que j'ai fait avec eux autres. Puis tant qu'à faire la vidéo de mon histoire, ben à quelque part, j'ai dit, gars, je pourrais-tu l'utiliser pour essayer de solliciter? Fait qu'évidemment, ils m'ont dit oui. Fait que j'ai fait aller mes contacts, puis j'ai envoyé mes vidéos à un maximum de monde que je me doutais qu'ils pourraient peut-être vouloir m'aider là-dedans, me suivre là-dedans. Et écoute, regarde, on a commencé ça fin octobre 2024. Aujourd'hui, on est le 11 mars 2025. Puis j'ai dépassé la semaine passée les 79 000. Fait qu'il manque 21 000 $, pour atteindre les 100 000. Puis je te confirme, mon ami Alexandre, que je vais les atteindre, les 100 000. Ça, c'est, je suis pas... c'est sûr que ça va arriver. Mais, ouais, on prend sa retraite 2 ans après, on apprend une nouvelle assez tough. C'est pas comme ça, j'imagine, qu'on avait pensé entamer sa retraite. C'était pas prévu dans le plan de match, là. Mais tu sais, je veux dire, quand une chose comme ça arrive, tu as 2 choix. Hein? C'est que tu te laisses tomber, ben, tu lèves les poings, puis tu dis, moi, me battre. Puis, fait que tu sais, c'est sûr que, comme je disais dans la vidéo de la Fondation, après la première chimio, tu sais, j'étais assis sur la chaise pendant 6 heures de temps. Elle me fait shooter un bout de temps de l'eau salée, puis après ça, le fameux liquide qui fait en sorte que ça brûle tous les petits microbes. Ben écoute, c'est pas compliqué, là. J'avais dit à mon oncologue, j'ai dit, c'est pas le cancer qui va me tuer, c'est tes traitements. Écoute, j'étais raide mort, là, ça avait plus de bon sens, ça avait vraiment pas de sens. Fait que, tu sais, elle dit, bon, écoute, au lieu de t'en donner 3, on va t'en donner 5, ils vont être moins longs, puis tu vas en avoir plus. Puis c'est ça qu'elle a fait, puis écoute, ça a été quand même des bonnes claques sur le museau à chaque fois, mais bon, ça a été quand même moins pire que la première shot. Puis... mais non, écoute, c'était un coup de mission en plein front, là. Je veux dire, c'est pas un bouton sur le nez, là, c'était un cancer. Puis c'était à 2 en plus, tu sais. Fait que c'est sûr que, mettons que ça fesse. Mais bon, regarde, tu te lèves, tu prends ton courage à 2 mains, puis tu dis, garde, moi me battre, puis... Puis ton dernier traitement date de... Mon dernier traitement date du 20 avril 2020. OK. Fait que je te confirme que dans à peu près 1 mois et demi, ça va faire 5 ans que c'est fini. Je te confirme que je vais bien fêter ça. C'est déjà la fin des traitements, la fêter en plein milieu d'une pandémie. Oui, écoute, j'étais pas au milieu de la pandémie, j'étais dans la première vague. Oui, c'est ça. J'ai eu mes premiers traitements de mémoire en février 2020, puis ça a fini en avril. Puis c'était 5 traitements de radio à chaque jour, du lundi au vendredi, à tous les matins. Puis j'ai eu 5 chimios là-dedans. Puis les derniers traitements ont été le 20 avril, puis 2020. Puis écoute, c'est comme s'il y avait eu 3 camions qui m'avaient frappé. C'était épouvantable. Là, mais bon, t'en ressors, puis tu regardes en avant. Puis moi, je suis de l'école de penser que si tu es prêt à te battre, puis qu'évidemment, bon, on s'entend, il faut que le timing soit bon. Là, malheureusement, c'est pas tous les traitements qui vont faire guérir les gens. Bon, il faut quand même être rationnel puis cartésien là-dedans. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment... là. J'avais le feu, tu sais où, là. Puis il n'était pas question que cette maladie-là gagne, là, tu sais. Fait que je me suis battu, puis tant mieux, j'ai gagné ma bataille. Mais ma façon de remercier l'Hôtel-Dieu de Lévis, parce que souvent, les gens ne le savent pas, mais tu sais, l'Hôtel-Dieu de Lévis va recevoir un budget de je ne sais pas combien par année. Mais le budget que le gouvernement donne à l'Hôtel-Dieu,
il manque de l'argent là, pour acheter de l'équipement, les laboratoires ou les ci puis les ça. Fait que la Fondation, eux autres, ils font les chèques qui manquent pour pouvoir équiper notre centre hospitalier. Puis tu sais, le monde ne le savent peut-être pas, mais l'Hôtel-Dieu de Lévis, là, oui, il y a Lévis, mais il y a toutes les places environnantes aussi. Et une chose que le monde ne savent pas, c'est qu'à Lévis et à Montréal, il y a une énorme chambre hyperbare. Parce que moi, j'ai eu le cancer en 2020, mais en 2024, à cause des traitements de radio, ça a brisé les vaisseaux sanguins à la base de mes dents. Puis en 2024, il fallait que je me fasse arracher une dent. Mais vu que ça a brisé les vaisseaux sanguins, si ça ne saigne pas quand tu te fais arracher la dent, tu es dans le trouble. Parce que ça ne guérira pas, tu vas rester avec un trou dans la bouche. Fait qu'il a fallu que je fasse de l'hyperbare. L'hyperbare, c'est comme si tu t'embarquais dans une chambre. On était 8 patients. Puis t'es en jaquette avec un casque à la tête en plexiglas ou presque en plastique transparent. Puis tu rentres là-dedans, t'es comme dans un sous-marin. Puis là, tu as la même impression que si tu descendais en profondeur à 45 pieds. Puis là, tu as un tuyau qui te rentre de l'oxygène à 100 puis tu as un tuyau qui ressort. Sinon, tu vas gonfler comme un ballon. Fait que tu respires de l'oxygène pendant 2 heures de temps. Puis ça, c'est du lundi au vendredi. Fait que moi, je devais avoir 20 traitements d'hyperbare. Après le 20e traitement, là, j'allais chez le dentiste, il m'arrachait ma dent, puis on espérait que ça saigne. C'est ça qui est arrivé après le 20e traitement. Okay. Puis là, j'avais 5 autres traitements à refaire après, pour être sûr que mon sang est bien oxygéné, les vaisseaux sanguins se sont refaits et tout. Puis après 5 traitements, le trou n'était pas encore parfaitement fermé, fait que j'ai eu 5 autres traitements. Fait que j'ai eu 35 traitements hyperbares. Puis ça, la chambre hyperbare, il y en a une à Lévis où tu peux traiter plusieurs personnes en même temps. Il y en a une à Montréal. Fait qu'il y avait une patiente qui venait de Rimouski. Fait qu'elle, a fallu qu'elle fasse 60 traitements hyperbares. Fait qu'elle, elle partait de Rimouski le dimanche, elle venait coucher à Lévis, elle faisait ses 5 traitements dans la semaine, le vendredi, elle repartait. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils disent « Oh, je ne donnerai pas à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis parce que moi, j'habite à Québec ou j'habite, je sais pas, moi, à Drummondville. » Ben là, je m'excuse, mais Lévis, je pense, couvre de Drummondville, aller jusqu'à Gaspé, puis à cette île, Blanc-Sablon, du côté de la Rive-Nord. Puis Montréal couvre de Montréal, aller jusqu'aux lignes ontariennes, jusqu'à, je pense, Drummondville ou quelque chose comme ça, Trois-Rivières. Fait que, tu sais, le centre hospitalier de Lévis, c'est pas rien que la gang de Lévis, là, puis de Chaudière-Appalaches qui peut bénéficier de ces traitements-là. Là. Du monde de Québec qu'il fallait qu'ils traversent les ponts le matin pour venir se faire traiter parce qu'il y a des cylindres d'hyperbare dans certains hôpitaux, mais tu peux traiter une personne à la fois. Ou tu peux en traiter 8 en même temps, bien, tu as Lévis puis tu as Montréal. Fait que, tu sais, c'est un gros avantage qu'on a à Lévis. Fait que moi, je me dis, regarde, là, ils m'ont sauvé la vie à cause du cancer, puis ils ont sauvé le fait que j'ai pu me faire arracher la dent parce qu'il y avait les traitements hyperbares à Lévis. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que moi, je voulais ramasser 100 000 pour eux autres, puis on va l'avoir. Puis, comment tu sollicites les gens? Ben écoute, j'ai envoyé une tonne de courriels, une tonne de textos. Puis les gens ont bien répondu. Tu sais, c'est sûr que les gens donnent déjà dans beaucoup de causes, là, fait que toutes les causes sont bonnes, c'est bien clair. Mais, tu sais, à quelque part, quand on a... Puis ce que je disais aux gens, j'espère que c'est pas vous autres qui allez profiter de votre don. Parce que si tu donnes à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, puis que la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis aide l'Hôtel-Dieu de Lévis, bien, si tu profites pas de ton don, c'est parce que tu restes en santé. C'est ça que ça veut dire. Mais ça me fait tout le temps quelqu'un... Je suis bien placé pour savoir que ça peut être bien arrivé que la chaîne débarque. Fait que j'espérais que le don ne leur serve pas à eux autres, mais qu'ils peuvent peut-être servir à des gens qui connaissent autour d'eux autres. Fait que, tu sais, les gens ont répondu à l'appel, puis on est rendu à 79 000. Puis, comme je te disais tantôt, c'est sûr qu'on va dépenser le 100 000, ça c'est certain. Puis ça, honnêtement, je te dirais que d'ici à juin 2025, ça va être dépassé. Fait que c'est de même. Puis aussi, en même temps, je donne des conférences financières. C'est la façon de comment gérer ses finances personnelles, de où vont provenir les revenus à la retraite, comment planifier ta retraite, comment gérer tes finances personnelles, puis tout ça. C'est très, 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 très complet. Fait que, tu sais, une entreprise, mettons, qui dit, garde, Éric, viens donner une conférence chez nous. Moi, je donne la conférence gratuitement. J'ai décidé de la donner gratuitement, mais je demande, si c'est possible, à l'entreprise ou aux employés de faire un don volontaire à la Fondation pour évidemment, pour m'aider à atteindre mon 100 000. Fait que, tu sais, à date, il y a quelques entreprises qui ont levé la main, puis j'y étais. Puis ça l'a aidé à ramasser des sous pour mon 100 000. Ah oui, parce que
retraité, j'imagine J'ai le que temps de le faire. tu n'as plus de clients, tu Non, plus j'ai rien. plus de là, clients, puis écoute, j'en ai en masse des offres là, de tu t'occuperais-tu de nos affaires? Puis ma réponse est toujours la même affaire. J'ai 3 clients encore. Ma blonde, ma mère, puis moi. Ouais. Et j'en prends plus. Puis j'ai plus le droit de toute façon d'en prendre. Fait que mon but, c'est pas de vendre un produit de placement, vendre une institution financière, vendre je sais pas quoi. Non, c'est juste de donner ma matière grise en finances personnelles aux gens, parce que c'est un énorme problème que je généraliserai pas, c'est pas tout le monde, mais c'est un énorme problème de la population de ne pas avoir assez de connaissances en finances personnelles. Donc, moi, avec ma conférence, si je suis capable, de donner de l'information aux gens qui sont là, 2, d'aider à atteindre mon montant d'argent pour la fondation, bien, regarde, je vais avoir atteint mon objectif, m'avoir aidé les gens à savoir comment gérer leurs finances personnelles, puis m'avoir aidé la Fondation Hôtel de Lévis à avoir plus de sous. C'est quoi le prochain défi d'Éric Tremblay? Après avoir ramassé 100 000 en quelques mois. Le prochain défi commence demain. Parce que j'ai proposé des activités parascolaires à l'école où j'ai enseigné. OK. Puis, au dernier chiffre que j'avais, c'est 27 étudiants qui ont accepté. Parce que, tu sais, quand tu vas à l'école, tu te fais rentrer dans la gorge des cours que tu n'as pas le choix de faire. Mais là, c'était des activités parascolaires où les jeunes devaient payer pour assister. Et là, c'est eux autres qui décidaient de venir. Fait que là, pour les 6 prochaines semaines, ça commence demain, je vais donner 6 activités, ces finances personnelles, qui vont être vraiment là, pointues. Là. C'est pas juste un sujet en général de même que je souligne. Là, je vais rentrer vraiment... Fait que le prochain défi, c'est ça. Fait que, évidemment, je le fais de façon bénévole, là, parce que je veux aider les jeunes, puis l'école. Mais ça, c'est mon prochain défi. C'est ça que ça se fait demain. Je trouve ça beau, cette espèce de... Je l'ai dit plusieurs fois dans l'entrevue, mais cette espèce d'affaire humaine-là que tu entretiens tout le temps avec les finances. Tu sais, je veux dire, de faire une espèce de 1+1 qui, dans la tête de plusieurs, marche pas. Tu sais, puis on dirait que tu mets tout en place, puis on dirait que les gens peuvent en tirer beaucoup, mais on dirait que toi aussi, tu en retires beaucoup. Tu sais, je veux dire, toutes ces conférences-là pour aider les gens à... c'est aider valorisant. les jeunes à... C'est valorisant. Tu sais, quand j'ai rejoint mon fameux M. Gagnon pour lui dire que quand il m'a parlé de ses REER, je veux dire, il était content à barouette que j'aille encaisser ce qu'il me dit, puis que c'est pas rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. C'est resté entre mes 2 oreilles, puis j'ai pas juste entendu, je l'ai mis en application. Fait qu'il était super fier de ça quand je l'ai invité au restaurant. Ben moi, tu sais, regarde, j'ai même une étudiante qui a réussi à me retrouver, que j'ai eu en 2022, puis j'ai été dîner avec la semaine passée parce qu'elle m'a dit, Monsieur Tremblay, elle dit, j'ai réussi à vous retrouver votre adresse courriel, puis elle dit, vous avez semé une petite graine en 2022, c'est finances personnelles, puis elle dit, j'accordais 0 importance à ça. Elle dit, les seules notes de cours que j'ai conservées, c'est les notes de cours de votre cours d'éducation financière que vous m'avez donné en 2022. Elle a tout jeté ses autres notes de cours, mais elle a gardé les miennes. Puis j'ai été dîner avec elle la semaine passée, ça a duré 4 heures. Elle avait 1 million de questions à me poser. Puis écoute, c'est valorisant pour moi, là, quand une petite jeune de même qui est rendue aujourd'hui à 20 ans, puis qui a dit, garde, vous avez semé quelque chose. Bien, c'est un peu la même affaire que je veux faire avec que ce soit mes parascolaires que je commence demain ou avec les conférences que je donne. Pour moi, le plus gros problème des gens, c'est un manque de connaissances financières. Malheureusement, souvent, la façon dont c'est expliqué, c'est compliqué, puis c'est pas compliqué. Fait que, tu sais, si je peux faire une petite différence dans la vie des gens qui vont assister à mes rencontres ou peu importe, bien, je me dis, Caroline, si j'en ai 10 dans la gang qui prennent leurs finances en main puis qui peuvent se bâtir quelque chose d'intéressant, bien, regarde, on va en avoir au moins des 10. T'sais. Tant mieux si c'est plus que ça, là. Mais c'est ça mon objectif. Parce que comme projet de retraite, c'était, entre autres, un de mes projets, c'était de donner de l'information financière. Bon, que je me ramasse, j'appelle ça faux prof, parce que je ne suis pas un vrai prof, mais que je me ramasse prof pour donner le cours, c'était vraiment pas prévu dans le plan de match. Là, je me cherchais pas une job pantoute. Puis pourtant, gars, c'est arrivé. Fait que, à un moment donné, quand tu crois à quelque chose, puis surtout tu es passionné, là, je pense que je le suis, bien, ça envoie un signal, puis bon,
ça peut sûrement donner quelque chose de positif. Si les gens veulent contribuer à ta campagne de financement pour l'Hôtel Dieu, comment on fait? Ah, ben mon Dieu, écoutez, vous allez sur... vous pouvez évidemment soit vous présenter directement à la Fondation pour faire votre chèque en disant que c'est pour la levée de fonds d'Éric Tremblay, ou sur le site de la Fondation, il y a accès à pouvoir visualiser ma vidéo, ou carrément, si, mettons, vous êtes comme moi, pas très, très habile avec l'Internet, puis que vous ne le trouvez pas, regardez, c'est pas plus long que le téléphone. Là. Vous téléphonez à la Fondation, puis ils vont vous dire comment faire. Puis c'est sûr et certain que si ce qu'on a fait aujourd'hui pouvait aider à atteindre le 100 000 et même le dépasser, bien là, ça va être parfait. Là. C'est ça qui serait idéal. Bien, écoute, merci Éric d'avoir pris le temps de te prêter à cet exercice, de nous avoir donné par la bande aussi un petit cours de finance. On en prend une bonne note. Le meilleur pour la suite, puis atteindre ce 100 000 $. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné cette tribune-là. C'est grandement apprécié. Là-dessus, merci beaucoup. D'ailleurs, je veux remercier notre partenaire, là, le groupe Garneau, qui nous prête cette magnifique salle-là pour chacune de ces entrevues-là. merci à vous d'être à l'écoute. C'était Lévisienne. Donc, on se dit à la prochaine. Salut. Bye. Yes! Good. C'est fait!